Bonjour à tous. Donc, je crois qu'on a volontairement bloqué les micros et les caméras. Les caméras pour avoir un petit peu de bande passante, puisque vous êtes très nombreux. Il y a plus de 300 participants. Voilà, et aussi les micros pour ne pas avoir un petit peu de bruit, je dirais, de bruit extérieur. Voilà. Alors, je suis très heureux car c'est notre première masterclass pour cette saison, donc 2020-2021. Masterclass, je dirais, digitale, hein, donc un petit peu particulière avec effectivement le Covid. Donc, on avait toujours plaisir à se retrouver tous ensemble, mais on apprend avec, je dirais, les nouveaux moyens, entre autres, de bord. Et un petit peu les nouvelles techniques. Et pour cette première, je dirais, masterclass, eh ben, je suis très, très heureux, en fait, d'accueillir Monsieur le ministre, hein, donc Luc Ferry, dans lequel, bon, je ne vais pas évoquer tout son parcours, hein, parce que sinon, on en aurait pour une bonne partie du temps, mais en gros, donc, il a fait différentes fonctions, entre autres, commencé dans sa jeunesse par professeur des universités. Donc, c'est vrai que comme on a un public d'étudiants, ça nous intéresse un peu tous. Puis ensuite, un grand écrivain à succès avec de nombreux livres intéressants dans lesquels je vous invite tous à regarder effectivement, entre autres, la bibliothèque de M. Ferry, le ministre. Et puis, naturellement, on l'a plus connu aussi dans ses fonctions de ministre de l'Éducation, de l'Enseignement et de la Recherche. Et puis, moi, ce que j'ai toujours aimé chez M. le ministre, c'est effectivement qu'il est sans langue de bois, je dirais, et a toujours eu des convictions très fortes, voilà, et qu'on a toujours apprécié. Puis on sait qu'il y a un grand travail, entre autres, sur l'illettrisme, en fait, durant son ministère, je dirais, sous Raffarin. Et puis, naturellement, aussi, il a animé beaucoup de chroniques et écrivains, et dans la presse, à la télévision, à la radio. Donc, je dirais vraiment de multiples fonctions très importantes. Donc, on est vraiment ravis, Monsieur le ministre, de vous avoir pour cette première masterclass. Donc, c'est un honneur pour nous de vous recevoir. Voilà, et donc sans trop tarder, puisque les gens sont plus venus pour vous que pour moi, donc je vous donne la parole. Concernant les étudiants, si vous avez des questions, je dirais à la fin un petit peu de ce webinaire qui va parler un petit peu du monde de demain. On va voir la vision de Monsieur Ferry. Donc voilà, donc n'hésitez pas à écrire des questions et on pourra les reprendre à la fin. Et donc, sans tarder, Monsieur le ministre, je vous donne la parole. Je vais vous proposer quelques réflexions sur ce qui s'est passé d'abord et puis sur éventuellement le monde qui vient. Mais enfin, vous savez, le monde qui vient, il sera comme celui d'aujourd'hui, mais il risque d'être beaucoup plus difficile. Je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qui se profile à l'horizon pour l'instant est plutôt… il va falloir se retrousser les manches. Mais bon, on va en parler. D'abord, quelques remarques sur ce qui s'est passé, parce que le monde d'après, il faut comprendre ce qui s'est passé, éventuellement, sans revenir vraiment aux erreurs, mais il y en a quand même eu qui étaient si énormes qu'on est obligé d'en parler pour comprendre quand même la suite. La comparaison avec l'Allemagne, d'abord. La comparaison avec l'Allemagne, elle est terrible pour nous. L'Allemagne, il y a 82 millions d'habitants en Allemagne, 82 millions d'habitants en Allemagne, il y a 67 millions d'habitants en France. Donc, on est quand même beaucoup moins nombreux que les Allemands. Il y a eu 9000 morts du Covid, de la Covid, puisque disease, c'est une maladie, c'est pour ça qu'on dit la Covid. Il y a eu 9000 morts en Allemagne de la Covid et il y en a eu 31 000 en France. Donc, il y a quelque chose qui s'est mal passé chez nous, il n'y a pas de raison.
Donc, en plus, rapporté à la population, ça veut dire que la Covid le coronavirus a beaucoup plus tué en France qu'en Allemagne. Question pourquoi? Deuxième remarque sur la comparaison France-Allemagne, le monde d'après. Le monde d'après en Allemagne, il se profile pas trop mal pour une raison qui est assez simple à comprendre. Je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres, mais celui-là est quand même très frappant. Le PIB de l'Allemagne, le produit intérieur brut de l'Allemagne, c'est 3 600 milliards d'euros. Le PIB de la France, c'est seulement 2 400 milliards d'euros. Et l'Allemagne a une dette qui est de 63% du PIB. La France a une dette qui, avant Covid, est de 100% du PIB et qui aujourd'hui est passée à 115% du PIB. Donc pour ce qui est de la relance de l'économie, on est dans une situation beaucoup moins confortable que l'Allemagne, évidemment, parce qu'on a très très peu de marge de manœuvre et on dépend aujourd'hui beaucoup de l'Europe. Deux erreurs ont été commises qui expliquent la différence entre la France et l'Allemagne, qui du reste a beaucoup moins confiné que nous. Il y a deux erreurs qui ont été commises, mais elles ne le sont plus aujourd'hui, donc je passe très rapidement. La première erreur, c'est de dire que les masques ne servaient à rien. J'ai sous les yeux l'intervention du directeur de la Santé, Jérôme Salomon, le 11 mars. C'est hallucinant, pardon de le dire, c'est quand même vraiment, on se prend la tête, quoi. Le texte exact, ses propos exacts, je les cite sans changer. Il dit ceci: aujourd'hui, je vais être très clair, il ne faut surtout pas avoir de masque. C'est inutile, voilà. Et c'est même dangereux, ajoute-t-il. Il ne faut surtout pas avoir de masque. J'aime beaucoup le surtout, comme s'il était absolument certain qu'il ne faut pas avoir de masque. Là, on est le 11 mars. Évidemment, après, quand le masque va devenir obligatoire dans les rues, tout à l'heure, je me suis fait engueuler par les flics parce que j'avais oublié de mettre mon masque. Et évidemment, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on nous a raconté? Donc, c'est très difficile de faire passer un message aujourd'hui qui soit vraiment compréhensible à partir du moment où on a, pendant des semaines, dit qu'il fallait surtout pas avoir de masque. Et Olivier Véran disait la même chose. Olivier Véran, juste après, une semaine après, dit exactement la même chose. Et la deuxième erreur, et c'est la vraie différence avec l'Allemagne, au début, vous m'entendez là, ça va? Aïe, je vous vois parler, monsieur. Est-ce que vous m'entendez en même temps? Non? Aïe, aïe, Oui, oui, aïe. on vous entend très très bien. On vous On vous entend très entend. très bien. Oui, on vous entend, monsieur. Peut-être qu'il y a un problème. Pardon, Non, excusez-moi. non, non, on vous entend Et très donc, bien. ah bon, d'accord, très bien. Bah, je continue alors. La deuxième erreur qui a été commise, c'est qu'on n'a pas testé. Là aussi, on a dit les tests ne servent à rien. Bon, en vérité, on n'en avait pas plus que de masques. Et l'Allemagne faisait au début, en mars déjà, en avril surtout, l'Allemagne faisait en gros 750 000 tests par semaine pendant qu'on en faisait 15 ou 20 000. Donc on est passé complètement à côté du problème. Aujourd'hui, c'est réparé. Donc aujourd'hui, Olivier Véran a compris ce qui se passait. Il a mis très longtemps, mais il a compris. Il faut dire qu'en Allemagne, il y avait d'abord Madame Merkel, qui est un chef d'État, de gouvernement tout à fait remarquable, et puis ils avaient un très grand virologue, Christian Drosten, qui lui était très, très clair, et il y a eu beaucoup moins de bisbilles entre les médecins qu'en France. Enfin bref, l'Allemagne s'en est bien tirée, nous très mal. Bon, ça c'est pour le constat. On est en train de le réparer, plus ou moins bien. Pour les tests, c'est une catastrophe encore en ce moment. Je vous dis aussi pourquoi c'est une catastrophe, parce que en vérité, on est contagieux dans cette maladie, il faut le savoir, c'est très important, sachez ça. On est contagieux seulement pendant une semaine après avoir été infecté. Peut-être 10 jours, mais pas plus. Et donc aujourd'hui, la plupart des tests donnent le résultat une fois que c'est trop tard, une fois que les gens ne sont plus contagieux. Donc il aurait absolument fallu autoriser les tests seulement pour les gens qui en ont vraiment besoin, pour les personnes à risque ou quand il y avait des gens qui étaient dans des clusters où il y avait eu des contacts. Mais demander à tout le monde de se faire tester en même temps était absurde parce qu'encore une fois, on a le résultat des tests seulement une fois que la contagion est passée et donc une fois qu'on a contaminé tout son entourage. Donc c'est idiot. Bon, ce qui s'est passé, c'est que pendant le mois de juillet, le mois d'août, c'est vraiment les 20-30 ans qui se sont contaminés entre eux, ce qui n'est pas très grave pour eux, mais ils ont contaminé beaucoup leur famille. C'est ça qu'on vit aujourd'hui. L'épidémie, ce qu'on appelle la deuxième vague, à tort ou à raison, elle est directement liée au fait que pendant les vacances, eh bien, les jeunes sont retrouvés sur les plages, dans les boîtes, où il n'y avait pas beaucoup de boîtes de nuit, mais enfin dans les bars ou dans les fêtes, et qu'ils se sont contaminés entre eux. Moi, ma propre fille a été contaminée, donc je sais comment ça s'est passé. C'est aujourd'hui absolument avéré, c'est confirmé, c'est documenté, et donc on sait que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est simplement ce qui s'est passé au mois de juillet-août. Ce qui est d'ailleurs une bonne nouvelle en un sens, parce que ça veut dire que très probablement, sur les meilleurs épidémiologues disent qu'on a atteint le plateau,
et que, en vérité, on confine à Marseille au moment où ça va descendre. J'espère que c'est le cas, c'est en tout cas ce que disent les meilleurs. Et j'arrête avec les constats, mais on s'est vraiment planté, quoi. Il faut être honnête, on a vraiment géré très très mal cette séquence, là où l'Allemagne a géré admirablement les choses. En plus, l'Allemagne avait 3 fois plus de lits de réanimation que nous, bon, parce qu'elle a un système d'hôpital privé. Là, ça va décevoir l'extrême gauche, mais le privé, je suis désolé, ça marche parfois mieux que le public. Et donc, les Allemands avaient aussi des services de réanimation qui étaient 3 fois supérieurs aux services français. En plus, ils avaient donc beaucoup moins de contamination, donc beaucoup moins de problèmes. Je ferme sur ces constats, mais c'est quand même quelque chose dont il faudra se souvenir pour restructurer complètement le système de santé. On n'a pas plus, sachez quand même qu'on n'a pas plus de lits de réanimation aujourd'hui qu'au mois d'avril. Hein, et donc, c'est un peu délirant là aussi. Je laisse les constats de côté et j'en viens aux aspects, disons, plus philosophiques et plus intellectuels. Première remarque, c'est à mon avis la plus importante. Pour la première fois dans l'histoire de nos sociétés, ça n'était jamais arrivé, on a mis la vie et la santé des humains au-dessus de l'économie, au-dessus de l'argent. Donc là aussi, contrairement à ce qu'on dit habituellement, on dit on est dans des sociétés vénales, capitalistes, l'horreur économique, on a des politiques qui pensent qu'à l'argent et des grands capitalistes qui pensent par l'argent. Non, là c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé. On a clairement mis la santé au-dessus de l'économie, la vie au-dessus de l'argent, et c'est très caractéristique de la différence qu'il y a, parce qu'on peut le prouver factuellement, hein, ce n'est pas simplement du jus de crâne, on peut montrer factuellement qu'il y a une différence absolument colossale avec ce qui s'est passé en 1969 avec la grippe de Hong Kong. Je vous donne là encore, pardon pour les chiffres, mais ils sont très importants. Et là, c'est des chiffres qui ont vraiment une signification, si je peux dire, philosophique. En 1969, en France, il y a eu 31 000 morts de la grippe de Hong Kong. 31 000 morts. C'est exactement le même chiffre qu'avec la Covid aujourd'hui. Sauf que la différence, c'est que c'était en fait beaucoup plus grave parce qu'à l'époque, il y avait 53 millions de Français et il y en a aujourd'hui 67 millions. Donc, rapporté à la population, la grippe de Hong Kong a tué beaucoup plus que la Covid. Et si vous prenez au niveau mondial, c'est 3 fois plus, parce qu'au niveau mondial, il y avait à l'époque 3,5 milliards d'individus, d'êtres humains sur la planète. Aujourd'hui, on est presque 8 milliards et on a eu 2 millions de morts. Donc c'est beaucoup plus, cette maladie, cette grippe de Hong Kong a tué beaucoup plus que la Covid. Il y a eu 0 confinement. On n'en a absolument pas parlé. J'ai retrouvé un article du Monde de 1969 qui dit c'est une grippe saisonnière, ne vous inquiétez pas. C'est une grippette qui n'a aucune importance. On n'a pas fermé d'école, on n'a pas fermé la SNCF, on n'a pas fermé les cafés ni les restaurants. On s'en fichait complètement. Alors qu'il y a eu, en réalité, beaucoup plus de morts rapportées à la population qu'avec la Covid. Question pourquoi ? Et là, on va rentrer dans les questions philosophiques, en tout cas les questions de société, mais c'est des questions à la fois de société et des questions philosophiques. Pourquoi cette différence entre les années 60, la fin des années 60 et aujourd'hui? Pourquoi à l'époque l'économique est passé complètement devant la santé et pourquoi aujourd'hui la santé passe complètement devant l'économique? On a une crise économique majeure, majeure, majeure qui se profile, notamment pour les jeunes. Pour les jeunes, ça va être encore beaucoup plus dur que pour les autres. Ce qui se profile, vous allez le voir à partir du mois de janvier, on va avoir des traînées de poudre de faillite, on va avoir un chômage qui va littéralement exploser, on a une récession qui est d'ores et déjà considérable, on a 10 points de récession probablement, on a une dette qui va passer à 115 ou 120% du PIB, et donc on va avoir une crise économique absolument considérable, considérable. Et encore une fois, c'est pour les jeunes que ce sera le plus dur. Donc, pourquoi cette différence entre 1969 et aujourd'hui? Pourquoi en 1969, on se fiche de la vie et de la santé, on préfère l'économie, et pourquoi à la limite aujourd'hui c'est l'inverse? On se fiche de l'économie et on s'intéresse à la santé, à la vie des gens. Je caricature à peine, c'est vraiment ça la différence immense en à peine quelques décennies. Pourquoi? Eh bien, il y a deux grands bouleversements. Et ça, c'est des bouleversements de société qui sont extraordinairement importants et très intéressants à analyser. Le premier, il est facile à comprendre, c'est que dans les années 60, on est encore proche de la Deuxième Guerre mondiale qui a fait 65 millions de morts.
65 millions de morts. Bon, la révolution culturelle chinoise a fait 70 millions de morts. Donc on se dit, bon, allez, être frappé par une grippette, c'est pas bien grave. Bon, par rapport à ce qu'on a connu, par rapport à ce qu'on a encore dans les mémoires, avec ces dizaines de millions de morts, soit en Chine, soit chez nous en Europe, on se dit, bon, voilà, la grippe, franchement, on ne va pas en faire une histoire. Et donc, la mort, la mortalité massive, elle est tellement proche encore, elle est tellement dans les mémoires qu'on se dit la grippe, on s'en fout. Voilà. Et puis il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus puissante. Et ça, je vais vous donner là aussi des chiffres, si je puis dire, philosophiques. C'est que le christianisme s'est littéralement effondré en Europe depuis les années 60. Littéralement effondré. Dans mon enfance, malheureusement, je suis né en 1951, donc dans les années 50, il y a 90% des Français qui sont catholiques. 90% des Français sont catholiques. Or, aujourd'hui, ils sont seulement 40% à se dire catholiques. Donc, on a un véritable effondrement du catholicisme. Du coup, un rapport à la mort qui a complètement changé. Pourquoi il a complètement changé? Parce que quand on était très croyant, ou même un peu croyant, en tout cas croyant, eh bien, on se disait, bah, finalement, la mort, c'est un passage. On pensait à la résurrection de Lazare, on se disait, bah, la promesse chrétienne, c'est la résurrection des corps, on va retrouver ceux qu'on a aimés en cette vie, on les retrouvera dans une autre vie qui sera meilleure que celle qu'on a connue sur Terre. Et donc, d'une certaine façon, quand on était croyant, on était très protégé par les filets de sécurité de cette grande religion qui était la religion majeure en Europe. Et donc, je vous donne là quelques chiffres qui sont incroyables, si je puis dire. En 1960, 30% des catholiques vont à la messe, 30% des catholiques vont à la messe tous les dimanches, quoi qu'il arrive. 30% des catholiques vont à la messe. En 1980, ils sont 15%. Aujourd'hui, ils sont 4%. Rendez compte le déclin, c'est un effondrement. C'est véritablement ce qu'on peut appeler une déchristianisation. Vous avez au sein de l'Église quelque chose qui est très frappant. Vous avez 45 000 prêtres dans l'Église de France en 1960. Vous en avez 25 000 en 1990, vous en avez 6 000 en 2014 et 4 000 aujourd'hui. On est passé de 45 000 prêtres en 1960 à 4 000 prêtres aujourd'hui. Donc on a un effondrement du christianisme dans la société, mais on a un effondrement du christianisme dans l'Église. 90% des Français étaient baptisés en 1950, ils sont 10% aujourd'hui. On est vraiment, là encore une fois, dans un effondrement du christianisme, dans une véritable déchristianisation, et du coup, évidemment, dans un rapport à la mort et à la maladie qui a complètement changé. Parce que ce rapport à la mort, à la maladie, il est beaucoup plus anxieux, beaucoup plus angoissé aujourd'hui pour les gens qui ne sont pas croyants. Quand on avait la foi du charbonnier, encore une fois, il y a un très beau livre de Philippe Ariès, un de nos plus grands historiens, sur la façon dont on se rapportait à la mort au Moyen-Âge. Bah, d'une certaine manière, la mort, qu'à lire Montaigne, la mort, on n'en avait pas vraiment peur. C'était un passage vers un autre monde qui serait meilleur que celui terrestre. Le ciel serait meilleur que la terre. Aujourd'hui, plus personne, y compris même parmi les catholiques, ils sont plus tout à fait convaincus que la Vierge était vierge et ils sont plus tout à fait convaincus que Lazare a été ressuscité. Et donc, même ceux qui se disent catholiques aujourd'hui, les 40 ou 45% qui restent catholiques, ils n'ont plus la foi du charbonnier comme appliquant Corrèze au XVIIe siècle. Et donc, du coup, on a des idéologies qui se sont effondrées, des idéologies qui étaient rassurantes. Et la deuxième idéologie qui s'est effondrée et qui donnait, à défaut d'une promesse d'immortalité, elle donnait une grande cause par rapport à laquelle la vie individuelle était moins importante, finalement, c'est évidemment le communisme. Quand j'étais gamin, quand j'étais jeune, le communisme en France est monté jusqu'à 25%. Il y a eu jusqu'à 25% de communistes en France dans les années 60-70 encore. Ah, il y a quelqu'un qui parle en même temps que moi, c'est très gênant. Je vous demande pardon. Allô? Et s'il vous plaît, si vous pouvez fermer les micros, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Oui, c'est compliqué, ce petit webinaire. Merci à vous, c'est gentil. C'est normal qu'il y ait des petits parasites, c'est pas des petits parasites, c'est pas grave. Donc, on est passé dans mon enfance d'un parti communiste, d'un électorat communiste qui représentait 25% de l'électorat français. Aujourd'hui, le parti communiste est à 2%, 2,5%. Il est au niveau du parti animaliste.
c'est un effondrement là aussi. Et là, alors le communisme ne nous promettait pas l'immortalité, mais le communisme, il donnait une grande cause, il donnait un projet qui était supérieur à l'individu. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons avec un individu qui est seul avec lui-même et qui, par rapport à la mort, par rapport à la maladie, est extrêmement angoissé. Il n'a pas du tout envie d'être malade, il n'a pas du tout envie de mourir. Moins que jamais, on n'a jamais eu envie de mourir, mais aujourd'hui, il n'y a pas de recours, si je puis dire. Il n'y a pas de cours d'appel, il y a pas, voilà, on meurt, c'est irréversible, il n'y a rien derrière. Et ça, évidemment, c'est ce qui explique la différence de traitement entre la grippe de Hong Kong, dont on s'est complètement fichu, il faut bien dire, et puis ce coronavirus aujourd'hui. Il y a un troisième élément qui est très important, c'est que, alors j'ai écrit un livre entier là-dessus, sur l'histoire du mariage, et c'est la naissance du mariage d'amour. En fait, le mariage d'amour, il devient absolument la règle des unions, alors que ce soit mariage d'amour ou que ce soit Pax, c'est la même chose. Mais les unions amoureuses, que ce soit mariage ou que ce soit Pax, c'est aujourd'hui la règle. Autrement dit, écoutez bien ça, parce que c'est le troisième élément le plus important, après l'effondrement du christianisme, l'effondrement du communisme, et ça c'est le troisième élément qui permet de comprendre ce qui se passe, eh bien, nous sommes entrés dans la logique de la famille moderne. C'est une famille qui est uniquement fondée sur le mariage d'amour, sur la passion amoureuse. Autrement dit, on est sorti complètement du mariage arrangé, du mariage de raison, comme on l'appelait, qui est la règle pratiquement jusqu'au milieu du XXe siècle. En tout cas, dans une famille bourgeoise, encore, dans les années 20 ou dans les années 30, on ne peut pas se marier sans l'autorisation du père de famille. Ça ne se fait pas. C'est devenu légal, mais ça ne se fait pas. Et donc, on a encore des unions arrangées pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on rentre vraiment dans ce régime de la famille moderne et on va rentrer dans une société où l'amour est plus important que tout. On aime ses enfants de manière exponentielle. La mort d'un enfant est la pire chose qui puisse arriver, mais au fond, nos enfants, globalement, nous le rendent bien. Ils nous aiment aussi. Bon, il y a des disputes dans les familles, mais globalement, on est dans une famille d'amour. Mettez tout ensemble, on est à la fois plus exposé au tourment de la mort, au tourment du deuil de l'être aimé, on est plus exposé que jamais au tourment du deuil de l'être aimé, et on est moins protégé que jamais par les filets de sécurité des grandes religions. Et je ne parle évidemment pas de l'islam, qui est une religion qui vient d'ailleurs, qui vient de l'extérieur. Je parle du mouvement endogène à l'Europe. Voilà. Pourquoi ça s'est passé, ça? Pourquoi cette déconstruction? Pourquoi cette presque liquidation des grandes idéologies, des grandes religions, religion de salut terrestre comme le communisme et religion de salut céleste comme le christianisme? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est effondré? C'est quand même incroyable que le communisme se soit effondré et que le christianisme se soit lui aussi effondré en à peine une cinquantaine d'années. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, c'est le dernier élément que je voudrais introduire avant de dire quelques mots sur l'écologie, parce que c'est évidemment lié à cette disparition des grandes religions de salut terrestre ou de salut terrestre. Céleste, l'écologie va prendre la place, elle va être au fond le nouvel activisme, le nouveau militantisme, pour des raisons qui sont absolument fondamentales, qui ne sont pas du tout anecdotiques. Mais pour comprendre ce qui s'est passé, il faut voir que nous avons vécu un XXe siècle qui est un XXe siècle complètement capitaliste en Europe, enfin en Occident, aux États-Unis, en Europe. Et au fond, ce que le plus grand économiste de tous les temps, Joseph Schumpeter, a montré, c'est que le capitalisme, c'est un système. Marx dit la même chose. Hein. Marx le dit très très bien. Marx et Schumpeter là-dessus sont complètement d'accord. Le capitalisme, c'est un système d'innovation permanente. Pourquoi c'est un système d'innovation permanente? Marx dit le capitalisme, c'est la révolution permanente. Il le dit comme ça dans le manifeste du Parti communiste. Et au fond, Schumpeter dit la même chose. Là-dessus, au moins, ils sont d'accord. Pourquoi le capitalisme innove sans arrêt? Regardez nos voitures, comment elles ont innové depuis les années 50. Regardez nos smartphones. Regardez, moi, j'ai un iPhone 8. Bon, mais l'iPhone 1, l'iPhone 2, l'iPhone 3. Regardez la première G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, etc. Regardez tous nos objets technologiques. Ils innovent en permanence. Et donc, cette société d'innovation, cette société capitaliste, c'est une société d'innovation. Pourquoi? Parce que c'est l'innovation qui nous oblige à acheter. L'innovation, elle nous oblige à acheter, elle nous rend consommateurs. C'est la société d'hyperconsommation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'innovation, elle nous oblige littéralement à acheter. Soit qu'elle nous tente avec des objets nouveaux qui sont plus performants que les anciens. La 5G sera beaucoup plus performante que la 4, donc ça peut être tentant.
soit elle nous oblige littéralement à acheter parce que les objets anciens sont inutilisables. Les voitures des années 40, elles ne sont plus utilisables aujourd'hui. Elles sont dangereuses, elles ne freinent pas, elles font du bruit, elles ne sont pas confortables, il n'y a pas de connectique, etc. Et donc, les ordinateurs des années 80, un Amstrad, c'est inutilisable aujourd'hui, ou les premiers Mac, c'est inutilisable. Et donc, l'innovation nous oblige à acheter. Mais quel rapport avec ce que je vous ai raconté sur l'effondrement du christianisme et l'effondrement du communisme? Vous allez me dire, mais voilà, il parle d'innovation, c'est quoi le lien? Ben, l'innovation, mes amis, ça oblige à rompre avec le passé. L'innovation, elle est forcément rupture avec la tradition. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser le XXe siècle capitaliste? C'est à la fois l'innovation permanente, on va inventer toutes les nouveautés, on va inventer plus au XXe siècle que pendant tous les siècles passés. Hein, on va inventer la télévision, on va inventer le web, on va inventer l'avion, on va inventer la bagnole, on va tout inventer au XXe siècle. Encore une fois, le XXe siècle, il innove plus que depuis que les 30 000 qui précèdent, les 30 000 années qui précèdent, plus que depuis l'apparition de Cro-Magnon, en un seul siècle. Et en même temps, évidemment, on va vivre, c'est le revers de la médaille, une rupture avec les valeurs et les autorités traditionnelles. Rupture avec la tonalité en musique, avec la musique moderne, avec la musique contemporaine, avec Schoenberg. Rupture avec la figuration en peinture, avec Picasso et Kandinsky, qui sont les deux vrais pères fondateurs de l'art moderne. Rupture avec le théâtre classique, avec Ionesco, avec Beckett, rupture avec la danse classique, avec Béjart, avec Pina Bausch, rupture avec les morales traditionnelles, avec la libération sexuelle, avec la libération des homosexuels, avec la libération des femmes dans les années 60. Tout ça, il y a des progrès formidables dedans, extraordinaires, mais en même temps, on paye un prix élevé qui est la rupture avec tout ce qui était tradition, c'est-à-dire transmission, tout ce qui était autorité traditionnelle ou valeur traditionnelle. Moi, j'ai défendu le mariage gay dans le Figaro, bon, ce qui veut dire que le Figaro est un journal très libéral parce que l'immense majorité de mes amis étaient à fond contre. Mais je comprends très bien que pour, par exemple, mes grands-parents, attends, si on leur avait dit que les homosexuels allaient se marier, d'abord ils auraient cru que c'était une blague, et ensuite ils auraient été violemment contre, évidemment. Dans les générations qui précèdent, les valeurs traditionnelles étaient absolument hostiles à toute espèce d'innovation de ce type. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré des femmes qui sont amirales dans la marine française. Ben, pour mon grand-père qui a fait la guerre de 14, l'idée qu'une femme aurait pu piloter et conduire un porte-avions ou un torpilleur, ben, c'eût été mais totalement inimaginable. Donc le XXe siècle, c'est innovation et rupture avec la tradition. Quand on a cette rupture avec la tradition, alors écoutez bien ça, parce que si j'ai une chose à dire sur le monde actuel, c'est celle-là, c'est celle qui vient, mais évidemment, il fallait que je vous dise avant les éléments qui précèdent. En fait, on vit une séquence qui est très très forte. La séquence est la suivante, c'est une séquence à trois termes. Un, déconstruction par le capitalisme des valeurs et des autorités traditionnelles. Et donc, ça explique l'érosion du communisme et l'érosion du christianisme. Ça fait partie de ces valeurs traditionnelles qui passent en grande partie à la trappe. Donc, érosion des traditions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas des chrétiens, et peut-être même qu'ils sont plus fervents chrétiens que dans mon enfance, parce que pour être chrétien aujourd'hui, il faut le vouloir, il faut le comprendre. Avant, c'était par habitus familial. Bon, mais néanmoins, on a une érosion des traditions. Donc, ça explique la disparition des grandes idéologies, des grandes religions de salut terrestre ou de salut céleste. Et ça, c'est très important parce que, du coup, deuxième point, on se retrouve, l'individu moderne, il se retrouve seul face à son nombril. Et on en a tous un de nombril. Et donc, il est très important pour chacun d'entre nous. Notre petite personne, et je le dis sans ironie parce que c'est tout à fait légitime, notre petite personne devient le centre du monde. C'est ce qu'on a appelé l'individualisme. Le mot est mal choisi, mais peu importe. Il est clair qu'à partir du moment où les grandes causes disparaissent, les grandes causes religieuses s'effondrent, il reste l'individu face à lui-même, seul avec lui-même. C'est ce que Michel Foucault appelle le souci de soi. C'est le narcissisme contemporain. Et donc, troisième élément, quand on n'a plus de grande cause supérieure à la vie, quand on n'a plus de grande cause supérieure à l'individu, et on est entré dans cette logique du narcissisme et du souci de soi, ce que consacre la psychologie positive, ce que consacrent les livres de Christophe André, de Frédéric Lenoir,
les théories du développement personnel qui insistent sur le fait qu'il faut se soucier de soi-même, qu'on va parvenir au bonheur par des exercices de sagesse en revenant aux stoïciens, aux bouddhistes, etc. Moi, je pense que c'est de la dope, hein, mais peu importe, les gens y croient, donc, et c'est normal qu'ils y croient puisqu'il n'y a rien d'autre. Bon. Et donc, dans ce cas-là, on a cette séquence déconstruction des valeurs traditionnelles, souci de soi exponentiel, et du coup, dans cette perspective-là, tout ce qui touche au bonheur, au bien-être, à la santé et à l'écologie, ça va avec, parce que l'écologie, le bien-être du monde, c'est notre bien-être à nous. Eh bien, tout ce qui va toucher au bien-être, à la santé et au bonheur, à la quête du bonheur, bah, devient le seul horizon, finalement, de la quête de sens dans la vie des êtres humains, du moins dans les sociétés occidentales. Et donc aujourd'hui, le sens de la vie, c'est la quête de la santé, du bien-être et du bonheur. Et c'est pourquoi les livres de psychologie positive, aujourd'hui, j'évoquais ceux de Christophe André ou de Frédéric Lenoir, mais l'écologie fait partie de cette configuration, eh bien, parce qu'encore une fois, l'écologie, si la planète ne va pas bien, l'humanité ne va pas bien. Et en plus, c'est pas beau si on détruit la planète, et puis la santé en prend un coup. Donc, on voit bien que si on laisse aller le réchauffement climatique, on va faire mourir l'humanité dans des conditions atroces. Et donc, santé, bien-être, bonheur, écologie, ça marche ensemble dans cette logique à trois termes, déconstruction, souci de soi, bien-être. Je vous dis un mot pour conclure, parce que je ne voulais pas parler trop longtemps, comme on est parti en retard, la faute de personne, c'était la technique. Mais je vous dis un mot maintenant sur l'écologie, parce que l'écologie, elle s'inscrit évidemment dans cette logique-là. Le succès mondial de Greta Thunberg n'est pas anecdotique. On peut détester cette jeune fille, on peut l'aimer, on peut l'admirer, ce que vous voulez. Je m'en fous, ce n'est pas le problème. Ce qui est clair, c'est qu'elle représente un symbole mondial, un symptôme mondial. Elle a été reçue en grande pompe par à peu près tout ce qui compte comme chef d'État dans le monde. Elle a été reçue à la Commission européenne, elle a été reçue par Madame Christine Lagarde, la présidente de la BCE, elle a été reçue par la présidente de la Commission en même temps, elle a été reçue comme aucun scientifique, aucun écrivain, aucun intellectuel n'a jamais été reçu comme ça par l'Europe. Donc c'est quand même un phénomène majeur. Par ailleurs, on a vu que, même si c'est biaisé parce que le taux d'abstention est énorme, on a vu que 10 grandes villes sont passées aux mains des écologies, à Bordeaux, à Strasbourg, à Nantes, etc. Bon, à Marseille, à Paris en grande partie aussi. Et donc, on a là, on a parlé de vagues vertes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai essayé de vous expliquer comment déconstruction, souci de soi, bien-être, ça faisait le lit de ce succès colossal de l'écologie politique aujourd'hui. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, et ça, je voudrais m'y arrêter un petit instant parce que ça fait partie du monde qui vient. Vous avez vu que dans le plan de relance mis en place par Emmanuel Macron, il y aura 30 milliards sur les 80 milliards qui seront réservés à la transition écologique. C'est énorme. On n'a jamais fait ça. En tout cas, c'est ce qui est affiché. Après, on peut dire, j'en doute, c'est pas vrai, ou ce sera mal fait, ou ce que vous voulez. Les écologistes vont évidemment contester, puisqu'ils seront candidats, il y aura un candidat écologiste à la présidentielle. Donc, évidemment, ils vont forcément dire, c'est pas bien, c'est pas assez, c'est pas ce qu'il faut. Mais peu importe, jamais on a mis 30 milliards sur une transition écologique. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Jamais on a eu 10 maires écolos de grandes villes. J'ai oublié Grenoble avec Éric Piolle. Bon. Et donc, on a là une vague. Jamais on a vu une gamine comme Greta Thunberg avoir un succès mondial sur des thèmes comme le réchauffement climatique. Bon. Donc, il se passe quelque chose. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, et c'est le point sur le plan politique, mais politique au sens non politicien du terme, la politique politicienne ne m'intéresse pas, puis ce n'est pas l'objet ici. En vérité, parler d'écologie au singulier est complètement idiot, ça n'a strictement aucun sens. Aucun sens. Il y a aujourd'hui 7 courants dans l'écologie contemporaine, 7 courants qui se détestent entre eux pour certains d'entre eux, pas tous, mais parfois certains d'entre eux se détestent littéralement. Au fond, certains courants de l'écologie détestent d'autres courants de l'écologie beaucoup plus qu'ils détestent la droite ou la gauche traditionnelle, par exemple, ou même l'extrême droite. Ce n'est pas anecdotique. Il faut que vous compreniez, il faut cesser de parler d'écologie au singulier. Et donc, je vous indique simplement ces 7 courants et puis je conclurai. Mais quand on parle du monde qui vient, ça en fait partie de manière absolument majeure. Majeure. L'écologie politique va se développer dans les 10 ans qui viennent, dans les 20 ans qui viennent, de manière exponentielle. Il est même possible qu'un jour on ait un président vert. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'écologie, elle va dépasser les partis de gauche et de droite traditionnels. C'est déjà le cas. Donc c'est un vrai sujet de réflexion, indépendamment, encore une fois, de la politique politicienne.
Premier courant de l'écologie, il est très bien représenté par Yves Cochet, qui est un autre ancien ministre, qui a été un ministre de l'écologie, s'est retiré aujourd'hui de la politique. C'est le courant. Il est représenté aussi par quelqu'un comme Pablo Servigne, par exemple. Je vais citer les noms parce que ce sont des gens qui ont, en grande partie aussi par Aurélien Barraud, mais surtout Yves Cochet, qui est le plus grand représentant de ce courant, qui est le courant effondriste ou le courant des collapsologues. Autrement dit, ce sont des gens qui pensent que c'est trop tard, que de toute façon, la fin du monde tel que nous le connaissons est programmée, ou comme dit Yves Cochet, je le cite dans son dernier livre, publié en 2019, le livre s'appelle « Face à l'effondrement », et Yves Cochet, dans ce livre, répète cette phrase que je vais citer 3 fois de suite. Il dit « L'effondrement, c'est à la fin du monde tel que nous le connaissons, l'effondrement est possible en 2020, il est probable en 2025, il est certain en 2030. » Et cet effondrement du monde tel que nous le connaissons, aussi bien du monde socialiste communiste que du monde capitaliste libéral, eh bien cet effondrement, dit Yves Cochet, donc il développe ça dans son livre, se traduira par une diminution de moitié de la population mondiale. Autrement dit, on repassera de 8 milliards d'habitants de la planète à 4 milliards. Il y aura 4 milliards de morts, pour dire les choses simplement. 4 milliards de morts d'ici, donc ça commencera cet effondrement en 2030. Donc ces 4 milliards de morts, ces 4 milliards d'individus, eh bien, ils périront entre 2030 et 2040. Voilà. Et donc c'est le courant effondriste. Alors, beaucoup d'écologistes, par exemple Jean-Pierre Dupuy, qui est le théoricien de ce qu'on appelle le catastrophisme éclairé, disent mais c'est pas bien les effondristes, ils sont pas sérieux parce qu'ils démobilisent les gens en disant qu'il n'y a plus rien à faire, que la catastrophe est programmée, que c'est trop tard, ils empêchent la mobilisation des Verts. À quoi Yves Cochet répond, moi je le connais assez bien Yves Cochet, j'ai parlé avec lui, et je partage aucune de ses idées, mais j'ai paradoxalement une vraie estime pour lui. C'est un mathématicien, c'est un scientifique bon, qui est talentueux et puis qui est un homme sincère. Encore une fois, je ne partage absolument pas ses idées, mais c'est un type sincère. Et au fond, il répond à ceux qui lui font ce reproche. Il a une réponse qui est très forte. Il dit, mais pas du tout. Vous déconnez complètement. Ça ne sert à rien de se mobiliser aujourd'hui. Ça ne servira à rien. C'est trop tard. Ce qu'il faut préparer, c'est le monde d'après. C'est la renaissance. Quand on ne sera plus que 4 milliards sur la Terre, qu'il n'y aura plus d'électricité, qu'il n'y aura plus de bagnoles, qu'il n'y aura plus d'avions, qu'on n'aura plus d'énergie nucléaire, on va revenir au low-tech et il va falloir réinventer la vie. Et donc, tout son projet, au fond, c'est pour le coup le monde d'après. C'est exactement comme dans les grands films de science-fiction, il travaille sur le monde d'après, c'est-à-dire sur le monde d'après 2040. Voilà. Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais ce courant effondriste, il gagne du terrain chaque année de plus en plus. Et d'ailleurs, Greta Thunberg en est très proche. Aurélien Barraud, évidemment. Deuxième courant, ce sont les théoriciens de la décroissance. Alors, il y a Serge Latouche, il y a Aurélien Barre, cheval sur les deux courants, il y a Jean Covici, par exemple, c'est des gens comme ça. Et eux, ce qu'ils veulent organiser, c'est la décroissance. Donc, ils sont évidemment anticapitalistes. Organiser la décroissance, la déconsommation. Donc, décroissance dans tous azimuts. Et la décroissance, elle se traduirait. D'ailleurs, Jean Covici, par exemple, ou Serge Latouche sont assez honnêtes là-dessus, ils le disent très clairement. Ça se traduirait quand même par une diminution du revenu des Français, par exemple, au moins de 3. Et donc, je souhaite bonne chance au gouvernement qui voudra appliquer les principes de la décroissance, parce qu'avec les principes de la décroissance, vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes, avec simplement une petite augmentation du prix de l'essence, avec une baisse de la limitation de vitesse de 90 à 81 km/h, on a fichu la France en ébullition pendant 2 ans. Donc, si vous annoncez aux Français une baisse de revenus de 70%, je pense que vous allez déguster très ferme. Je pense qu'il y a de quoi faire sauter 10 gouvernements. Donc voilà, la décroissance, il n'y a pas un gouvernement au monde, sur les 193 gouvernements États de l'ONU, il n'y en a pas un qui plaide pour autre chose que la croissance. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'Yves Cochet dit, mais de toute façon, la décroissance, vous ne l'appliquerez pas. C'est idiot. Voilà pourquoi il est effondriste. Il dit, mais de toute façon, la décroissance est invendable politiquement. J'ai eu un débat avec lui, qui est d'ailleurs publié chez Odile Jacob, et dans lequel il me disait très honnêtement, il disait, mais les écologistes théoriciens de la décroissance, comme Aurélien Barraud, Jean Covici, etc., sont en gros des imbéciles, parce qu'ils ne comprennent pas que leur décroissance est invendable, on n'y arrivera jamais. Aucun gouvernement, regardez ce qui se passe aujourd'hui, tous les gouvernements du monde veulent le retour de la croissance, parce que le retour de la croissance, c'est le retour de l'emploi, c'est le retour du niveau de vie, etc., de la consommation. Donc, aucun gouvernement ne plaide pour la décroissance. Bon, je laisse de côté.
Troisième courant de l'écologie, la croissance verte et le développement durable. C'est les COP 21, 22, 23, 24, je ne sais pas jusqu'où on ira, 50. Et donc la croissance verte, c'est ce que défendent à peu près tous les patrons du monde, tous les chefs d'État et de gouvernement du monde. C'est la transition écologique et c'est l'idée qu'on va corriger progressivement les effets pervers du système capitaliste. Alors là, les effondristes et les décroissants hurlent de rire. Ils disent, mais la croissance verte, c'est l'imposture par excellence. Le développement durable, c'est une blague. Il n'y a pas de développement durable. Voilà. Et donc là, vous avez un débat entre ces trois courants de l'écologie extrêmement vif. Et très souvent, la croissance verte ou le développement durable, ça ressemble simplement à ce qu'on a fait pour mettre les gilets jaunes dehors. Ça ressemble beaucoup à de la décroissance molle, à la décroissance qui n'ose pas s'avouer, qui n'ose pas aller jusqu'au bout. Vous avez ensuite un courant, alors je ne vais pas le développer longuement, mais Greta Thunberg en est la représentante la plus visible, c'est le courant de l'écoféminisme qui apparaît dans les années 70 avec l'idée que, au fond, ce qui a abîmé la planète, ce qui a dévasté l'environnement, ce qui a dévasté la nature, c'est la logique mâle, virile, si je puis dire, du capitalisme. Et notamment donc cette logique à la fois capitaliste, virile et blanche, occidentale. Et donc cet écoféminisme, ils disent au fond, les écoféministes, ils disent ou elles disent, c'est quand même surtout des femmes, enfin il y a aussi des hommes évidemment, elles disent voilà, la domination par les hommes blancs, capitaliste, rationaliste, c'est une domination qui s'est exercée en même temps sur la nature, sur les animaux et sur les femmes. Voilà. La domination de la nature, la domination des animaux, la domination des femmes, ça vient du mâle blanc occidental capitaliste. Et donc, il faut faire sauter ce capitalisme, il faut que les femmes prennent le pouvoir parce que ce sont les seules à pouvoir protéger véritablement la nature. Alors, il y a toute une série de considérations derrière parce que les femmes donnent la vie, parce que les femmes sont plus proches de la nature. Je laisse ça de côté, mais c'est un des courants majeurs de l'écologie contemporaine. Ensuite, vous avez un cinquième courant qui est le courant décolonial. Alors, c'est par exemple Extinction Rébellion, c'est pas rien. C'est un mouvement très présent, très petit, très minoritaire, mais très présent médiatiquement. Et donc, l'écologie décoloniale, c'est au fond la même chose que l'écoféminisme, sauf que ce n'est pas les femmes qui se révoltent, ce sont les anciens colonisés. Et donc, qui disent, voilà, la colonisation et l'exploitation de la nature, tout ça, ça vient à nouveau du capitalisme occidental, blanc et masculin. Et Greta Thunberg, par exemple, dans ses discours, elle fait le lien entre l'écoféminisme et l'écologie décoloniale en disant que la crise environnementale, ce n'est pas simplement une crise de la nature et des petits oiseaux, mais c'est une crise du patriarcat et de la colonisation. Voilà, c'est une crise, au fond, de la domination masculine et de la domination de l'Occident sur ces colonies qui ont... pourquoi, quel rapport avec l'écologie? Parce qu'on a exploité les mines, on a fait de la culture intensive, on a exploité ces colonies et donc on a dévasté, on a le modèle de la dévastation de la nature, c'est la colonisation. Voyez, ça c'est le cinquième mouvement. Le sixième mouvement, vous le connaissez tous, je ne le développe pas davantage, c'est le mouvement vegan. Juste un point, ne confondez pas les véganes avec les végétariens, ça n'a rien à voir. Les véganes, ce sont des gens qui évidemment ne mangent pas d'animaux, mais ce n'est pas seulement ça. Ce sont des gens qui considèrent qu'il ne faut absolument pas exploiter les animaux. Donc, ne pas utiliser les animaux, les produits qui sont issus des animaux. Par exemple, pour les véganes, on n'a pas le droit de manger du miel, on n'a pas le droit de mettre des vêtements en laine, on n'a pas le droit de boire du lait, par exemple. Et donc, on n'a pas le droit d'utiliser les produits issus du monde animal, ni le lait, ni le miel, ni la laine, par exemple. D'ailleurs, il y a une loi qui va passer en Italie parce que les Italiens disent, mais les véganes sont fous, parce que quand les mères ne peuvent pas allaiter, par exemple, leurs petits, les laits de substitution, le lait d'avoine, le lait d'amande, etc., c'est pas suffisant pour les nourrissons. Il faut vraiment du lait de vache ou du lait de maman parce que c'est pas suffisant. Et donc les Italiens veulent faire passer une loi pour empêcher les parents véganes parce qu'ils disent que c'est de la maltraitance de prendre des laits de substitution parce qu'ils veulent pas prendre du lait de vache. Voilà. Bon, je laisse de côté le mouvement vegan, mais enfin c'est un mouvement de plus en plus important. Alors c'est hyper minoritaire, mais c'est comme Extinction Rébellion, c'est hyper minoritaire, mais ça n'empêche pas d'être médiatiquement visible. Et le dernier courant, je vous en dis un peu plus parce que c'est celui qui m'intéresse, c'est le courant de l'écomodernisme. Alors, s'il y a des étudiants dans la salle, et vous m'avez dit qu'il y en avait,
Vous pouvez trouver le manifeste éco-moderniste, ça fait une cinquantaine de pages, c'est extrêmement intéressant, à mon avis c'est même un peu génial. Vous pouvez trouver ça facilement sur le net, vous pouvez le télécharger dans toutes les langues, hein, ça existe pratiquement dans toutes les langues. Ça a été rédigé en grande partie par un militant écologiste de toujours, notamment un militant du climat, et qui s'appelle Michael Schellenberger. C'est un Américain d'origine allemande et qui a rédigé en grande partie ce texte extrêmement intéressant. Et l'écomodernisme, ça repose sur deux idées, et je vous indique simplement les deux idées, puis je conclus. Deux idées que je trouve extrêmement intéressantes. La première idée, c'est que contrairement à ce que disent les écologistes habituels, notamment les décroissants ou les effondristes, si on veut sauver la planète, il faut concentrer, il faut accélérer le mouvement d'urbanisation. Et ils donnent un chiffre qui est très très impressionnant et qui fait énormément réfléchir à mon avis. Ils disent voilà, déjà aujourd'hui, alors réfléchissez bien à ça, 3% de l'humanité, c'est en gros, la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 4 milliards d'humains, donc la moitié de l'humanité actuelle, en gros on est 7 milliards 800 millions, on est quasiment 8 milliards, donc 4 milliards d'êtres humains, je vais réussir à le dire correctement, habitent seulement, puisqu'ils habitent dans des villes, 3% du territoire de la planète. Voyez. Et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il faut accélérer cette urbanisation. Il faudrait qu'on arrive à ce que l'humanité entière vive sur moins de 10%, disons, du territoire de la planète. Et ça permettrait d'organiser à côté, au fond, 90% serait une immense réserve naturelle, comme par exemple les réserves qu'il y a en Afrique du Sud. Moi, j'ai visité l'année dernière, elles sont magnifiques, dans laquelle on pourra recréer de la biodiversité, de la biomasse, et puis voilà aussi les plantes qui absorbent les gaz à effet de serre. Et donc, on pourrait, voilà, si qu'on concentrait avec une agriculture hyper intensive, avec le développement non pas des low-tech mais des high-tech, en étant super, super technologique, on pourrait réduire considérablement au fond, l'espace exploité par les activités humaines destructrices. Voilà. Et donc, grand paradoxe, alors ils sont complètement à l'opposé de pratiquement tous les autres courants de l'écologie, parce qu'ils disent c'est la concentration, c'est ce qu'ils appellent le découplage, c'est la concentration des activités humaines sur un petit territoire qui permettra de faire que le reste de la planète devienne une immense réserve sauvage, encore une fois, de production de biomasse, de biodiversité, etc., et de plantes capables de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, évidemment, ils sont pro-nucléaire parce qu'ils disent si on veut éviter le réchauffement climatique, il n'y a que le nucléaire qui permet de le faire. D'ailleurs, il y a quand même de plus en plus d'écologistes qui sont pro-nucléaire pour cette raison-là. Ils ont une deuxième idée que je trouve également très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est ça vraiment, le monde qui vient, pour moi, il est là. Hein. C'est l'écomodernisme et l'économie circulaire. C'est l'idée qu'il faut concevoir tous nos produits de deux manières. Premièrement, pour que les ingrédients que nous utilisons, quand on les rejette après sur le sol ou dans les eaux, ils soient non pas polluants des sols et des eaux, mais enrichissants des sols et des eaux, comme par exemple un cerisier. Ils ont une métaphore que j'aime beaucoup, la métaphore du cerisier. Quand les cerises pourries, si on ne les a pas mangées, si les oiseaux ou les humains ne les ont pas mangées, quand elles tombent par terre, elles enrichissent le sol, elles ne polluent pas. Et il faudrait qu'on réfléchisse à ce que nos produits industriels soient fabriqués avec des ingrédients qui ne soient non seulement non polluants, mais enrichissants du sol ou des eaux. Et deuxièmement, il faudrait que tous nos produits, par exemple nos bagnoles, nos voitures, et les Allemands vont beaucoup dans cette direction-là, il faudrait que tous nos produits industriels soient fabriqués dès le début pour être désassemblés en fin de parcours. Par exemple, je vous donne juste un exemple, mais lisez le livre d'un Américain qui s'appelle McDonough et d'un Allemand qui s'appelle Braungart. Le livre s'appelle, vous le trouvez facilement sur Amazon, par exemple, le livre s'appelle From Cradle to Cradle, c'est-à-dire du berceau au berceau. C'est sur le recyclage, non pas du berceau au tombeau. La notion de déchet pour un écologiste n'a aucun sens, mais du berceau au berceau. Tout est recyclable, c'est-à-dire qu'en fin de parcours, un produit peut être le début d'un nouveau processus. Et je vous donne l'exemple des voitures. Dans les voitures aujourd'hui, il y a 5 aciers de qualité très différentes. Si, au lieu de désassembler intelligemment ces aciers pour les recycler, vous les mélangez entre eux, vous faites une espèce de pâte à modeler. Au bout de 3 recyclages, ça ne vaut plus un coup, vous ne pouvez plus fabriquer une carrosserie avec. Et donc l'idée, c'est à la fois le découplage, humanité-nature, et en même temps l'idée de recyclage, c'est-à-dire l'idée non seulement de recyclage, mais l'idée qu'il n'y a pas de déchets si on concevait intelligemment nos produits industriels de telle manière que les ingrédients soient enrichissants pour les sols au lieu d'être polluants
et qu'en plus tout soit désassemblable, si je puis dire, dès la conception d'origine. Ça supposerait énormément d'intelligence. C'est une écologie qui est quand même… Bon, c'est de la croissance verte, d'accord, mais par rapport à la croissance verte habituelle, c'est révolutionnaire comme idée. C'est quelque chose qui… Ça révolutionnerait complètement les processus industriels aujourd'hui. Ça demanderait énormément d'intelligence, mais c'est la seule solution parce que, honnêtement, je le crois, la décroissance est invendable. Là, Yves Cochet a raison. La décroissance, de toute façon, ça passera jamais. Il n'y a pas un gouvernement qui en veut. C'est pas, si vous organisez la décroissance, c'est pas 300 000 gilets jaunes que vous aurez dans la rue, c'est 30 millions. Donc, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, je pense que là, on a le monde qui vient, il est là. Il est dans l'écomodernisme, il est dans cette économie circulaire. Pour l'instant, ma conclusion, elle sera là. Je reviens un peu à l'économie, mais l'économie, c'est le nerf de la guerre, malgré tout. Pour l'instant, ce que fait le gouvernement, il ne peut pas faire autrement. Hein. Moi, je ne suis pas du tout macronien, mais là, je reconnais qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Le gouvernement actuel, il fait une politique keynésienne, c'est-à-dire qu'il va injecter dans l'économie 100 milliards d'euros dans l'économie, puis dans la protection des chômeurs, etc. Bon, donc, il fait du keynésianisme, c'est-à-dire qu'au fond, on soutient la consommation. Bien, d'accord, mais l'ardoise va être énorme. On va passer, je vous le disais tout à l'heure, à une dette qui est déjà de 115% du PIB. Peut-être qu'elle va encore augmenter. On ne peut pas augmenter les impôts, c'est impossible. Sinon, on freinerait la consommation. Ce serait contradictoire avec le plan de relance. Donc, on va vers une période qui, sur le plan économique, va être très difficile, avec beaucoup de faillites, beaucoup de chômage, et notamment pour les jeunes, ce sera très dur. Notamment, il y aura une inflation sur l'immobilier qui fera que les jeunes ne pourront pas rentrer dans l'achat d'appartements ou de maisons, donc de logements. Ce sera dur pour les jeunes dans les années qui viennent. Donc ce sera un monde dans lequel, plus que jamais, il faudra travailler, et plus que jamais, mes amis, je ne dis pas ça par profession, mais je dis ça parce que c'est la vérité. Plus que jamais, les diplômes seront discriminants pour les jeunes. Plus que jamais, si vous voulez rentrer dans le monde du travail, ce sera important d'avoir un diplôme, surtout si vous voulez avoir un travail intéressant et pas simplement un travail qui vous permet de payer votre nourriture. Voilà. Si vous voulez avoir un travail qui soit vraiment enrichissant pour vous, qui soit intéressant, le diplôme va devenir exponentiellement important dans la décennie qui vient. Voilà. Je m'arrête là et je vous remercie beaucoup de votre attention. C'est juste quelques éléments de réflexion. Il y aurait 1 milliard de choses à dire. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions. Je ne sais pas ce qui est prévu. Écoutez, merci beaucoup. Je vais commencer déjà par… Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Monsieur le Ministre. Oui, je vous entends très bien. Je vous entends très bien. Vous inquiétez pas, ça passe très bien. Parfait. C'est très bien. Alors, vous avez effectivement cité Schumpeter, qu'on a l'habitude, effectivement, pour nos étudiants en finance. Voilà, alors pour essayer de leur donner un petit peu d'optimisme, hein, je dirais, sur ce volet, Schumpeter, il y a destruction donc, créatrice. Donc, c'est vrai que beaucoup d'emplois vont différer, entre autres varier. Il va y avoir beaucoup de changements dans les métiers à venir. Je sais que vous êtes un spécialiste, entre autres, de l'intelligence artificielle, entre autres. Donc, est-ce que peut-être vous pourriez nous dire, pour donner une note positive, je sais que les étudiants, il faut travailler, il faut avoir des diplômes, on ne cesse de leur dire, il faut avoir de l'expérience professionnelle aussi. Et effectivement, pour venir un petit peu dans cette destruction créatrice, justement, que disait déjà Schumpeter, est-ce qu'il y aura des nouveaux métiers et justement des nouvelles opportunités pour des jeunes bien formés? Oui, mais il faut savoir où aller. Si j'étais encore ministre de l'Éducation, ce serait mon problème numéro un, parce que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle se développe de manière exponentielle. L'intelligence artificielle, elle est, par exemple, capable d'être infiniment supérieure à un médecin en matière de diagnostic médical. Il y a 1 an et demi, exactement, une compétition organisée entre des dermatologues, entre 55 dermatologues venant de 17 pays différents, et puis un logiciel de diagnostic médical de type Watson d'IBM. Ce n'était pas Watson, c'était un peu meilleur que Watson, mais peu importe, c'est le même type de logiciel. Et donc, on leur a présenté des photos de grains de beauté pour savoir si c'était bénin ou malin, si c'était cancéreux ou pas. En gros, si c'était des carcinomes ou des mélanomes. Eh bien, il y a eu 95% de bonnes réponses pour l'intelligence artificielle, pour le logiciel d'IA. Et il y a eu
85% de bonnes réponses pour les médecins humains. Ils ont râlé en disant, mais nous, on veut parler avec nos patients, on veut savoir quel âge ils ont, si c'est un homme, une femme, etc. On leur a dit, allez-y. Et donc, on leur a donné les patients, si je puis dire, qui sont derrière les photos de grande beauté, et ils sont passés de 85 à 89%. Ils ont progressé, mais ils étaient quand même ratatinés, battus par le logiciel d'intelligence artificielle. Donc, l'idée que je voudrais faire passer, c'est que l'IA, l'intelligence artificielle, elle va se développer de manière exponentielle dans les 10 ans qui viennent. Notamment, moi, j'ai eu le plaisir de discuter avec Yann Lequin, qui est le patron de l'IA chez Facebook, comme vous savez, qui est le vrai inventeur, probablement avec Demis Hassabis, de ce qu'on appelle le deep learning, donc de l'intelligence artificielle moderne. Et donc, il est certain que ça va progresser de manière exponentielle et que du coup, par rapport à votre question, je n'ai pas du tout oublié, je n'ai pas perdu le fil des métiers qui viennent. Il faut que nos étudiants, que nos enfants, moi j'ai 3 filles dont 2 qui sont encore étudiantes, il faut que nos étudiants comprennent qu'il faut absolument aller vers des métiers où l'IA n'ira pas, où la machine ne sera pas capable d'aller. C'est quoi les métiers où la machine ne sera pas capable d'aller? Je vous le dis en principe. Le principe est très simple. Tous les métiers qui associeront la tête, le cœur et la main, les métiers de service, les métiers de conseil, ne disparaîtront pas. Eux, ils ne seront pas ubérisés par la machine. La tête, le cœur et la main. Autrement dit, cuisinier, c'est pas pour rien qu'on parle des cuisiniers en permanence aujourd'hui dans les médias. L'infirmière, par exemple, le spécialiste en médecine, le cancérologue, il disparaîtra avant le généraliste et le généraliste disparaîtra avant l'infirmière. Les métiers pour retourner quelqu'un, lui piquer le cul en lui disant que ça lui fera pas mal, ce qui est un mensonge, il faut un humain. La machine, elle sait pas faire ça. Donc le directeur d'hôtel, l'infirmière, le jardinier, le cuisinier, ça ne disparaîtra pas. Les métiers de conseil non plus ne disparaîtra pas. Le psychologue ne disparaîtra pas. Voilà, donc ces métiers de conseil, ça peut être le conseil financier, quoique aujourd'hui dans la finance, les logiciels soient hyper performants. Mais néanmoins, on a besoin de conseils humains. Mais voilà, moi je dis par exemple à mes amis experts comptables, j'en ai quelques-uns, je leur dis remplacez les coachs psychologues parce que votre métier, la comptabilité, c'est mort, les logiciels sont 1000 fois meilleurs que vous, ça ne sert à rien. En revanche, comme médecin des entreprises, vous avez un avenir énorme. Remplacez les coachs, mais réfléchissez à ça, là les étudiants, s'il y en a qui m'écoutent en ce moment, allez, réfléchissez aux métiers dans 20 ans, allez vers des métiers qui associeront la tête, le cœur et la main, parce que ça, la machine ne sait pas faire. Elle sait faire elle a des banques de données formidables, elle sait manier les algorithmes de manière extraordinaire. Lisez le petit livre de Aurélie Jean derrière la machine, donc sur les algorithmes, sur ce que c'est que les algorithmes, c'est extrêmement intéressant, mais la machine, elle ne sait pas donner de conseils, elle n'est pas humaine, elle ne le sera probablement jamais, sauf si on arrive à ce qu'on appelle l'IA forte, mais j'y crois pas du tout. Voilà. Mais en tout cas, voilà, si j'étais ministre de l'Éducation, ma priorité des priorités, ce serait de préparer aux métiers qui existeront dans 20 ans. Voilà. Et ce sont ceux où la machine n'ira pas. Voilà. Autrement dit, spécialiste en médecine, c'est par exemple, juste un exemple, je me tais, je parle trop longtemps, mais radiologue, c'est mort de chez mort et mort, c'est terminé. Voilà. C'est-à-dire qu'il restera un radiologue dans le service de radiologie, ou peut-être 2, mais avant, il y en avait 10, parce que la machine en radiologie, elle est 1000 fois meilleure que l'humain. Et ce n'est pas miraculeux, c'est qu'elle voit beaucoup plus de choses, et puis elle a une base de données que le cerveau humain ne peut absolument pas avoir. Donc vous avez des métiers comme radiologue qui sont des métiers absolument morts. C'est terminé. Voilà. Encore une fois, il restera un humain pour contrôler, pour vérifier les résultats de la machine, pour prévenir les gens. Bon. Mais ce sera 1 sur 10. Voilà. Et donc, expert comptable, c'est mort aussi, sauf s'il remplace les coachs. Voyez. Donc, il faut vraiment réfléchir comme ça. Je ne peux pas le développer, mais je pense que c'est absolument crucial de comprendre aussi ce que c'est que l'intelligence artificielle. C'est vital, c'est ça qui va le plus changer le monde aujourd'hui. Juste un exemple, mon petit iPhone là, que j'ai là, un 8, c'est un 8, c'est un 8 plus, enfin peu importe, ce n'est pas le dernier modèle, c'est 5000 milliards d'opérations par seconde. 5000 milliards d'opérations par seconde. Les derniers ordinateurs chinois, écoutez bien, ceux des BATX, c'est de Huawei, c'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Donc il est clair que le cerveau humain, il ne peut pas être concurrent de ces bêtes-là. Il est complètement dépassé. Donc il faut absolument que nos enfants ils aillent ailleurs que là où va aller la machine. Sinon, ils seront perdus. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup. Bon, j'ai cru comprendre que… C'est faisable, hein, c'est pas du tout… Pardon, c'est pas du tout pessimiste hein, ce que je dis, c'est juste une question d'aiguillage. Hein. Exactement.
Alors, si je vous ai bien écouté, vous avez dit à plusieurs reprises si j'étais ministre de l'Éducation. Donc, je vois que vous êtes peut-être encore disponible si jamais on Non, venait pas du vous tout. appeler. Hein. Non, 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 non. D'abord, j'ai 70 ans place aux jeunes. Et ensuite, non, non, c'est pas du tout. Puis mon métier, c'est d'écrire des livres. J'ai une vraie passion voilà, pour les livres. J'aurais du tout envie de redevenir ministre. Vous On me taquinais, l'a déjà proposé. je vous taquinais volontairement. J'ai une question Non, d'un mais je étudiant. Alors, précise sachez les qu'il y a, choses. Dites-moi. alors, j'ai une question d'un étudiant, parce qu'on a essentiellement des étudiants, certains de nos Oui, professeurs qui ont naturellement voulu vous non, suivre, c'est hein, très gentil. entre autres et vous écouter. Hein. Puis Oui. certains d'entre eux que vous connaissez très bien, entre autres. Et donc, l'une des questions était de savoir si ce que vous imaginez un petit peu avec les changements qu'il y a le Covid, qu'il y a peut-être un des pays en voie de développement qui pourrait prendre ces nouvelles opportunités et mieux s'en sortir, je dirais, que les pays occidentaux traditionnels. Non. Non, c'est une fausse idée parce que aujourd'hui, ce qui va, que ce soit sur le plan écologique ou que ce soit sur le plan de la santé, ce qui va nous tirer d'affaire, c'est les high-tech, c'est pas les low-tech. Le retour au low-tech en médecine, c'est la mort. Faut quand même regarder un peu l'histoire de la médecine. Dans mon enfance, la leucémie, c'est mortel à 100%. Je dis bien à 100%. Mon directeur de cabinet au ministère de la Recherche, puisque j'étais ministre de la Recherche, j'avais comme directeur de cabinet Josy Reffers, qui était un très grand cancérologue et qui a vraiment fait bouleverser, dans le bon sens du terme, comment dire, la recherche sur la leucémie, sur les cancers du sang. Aujourd'hui, les leucémies, on les guérit. On les guérit énormément, on les guérit pratiquement à 100%. Elles étaient 100% mortelles dans mon enfant. Mais ça, c'est grâce au high-tech. Si vous voulez faire aujourd'hui des immunothérapies du cancer, moi j'ai fait 3 ans d'études de biologie du cancer. Si vous voulez faire une immunothérapie du cancer aujourd'hui, on guérit grâce aux immunothérapies 30% des mélanomes qui étaient mortels il y a encore 5 ans. Ben, ça suppose que grâce à CRISPR, vous reprogrammiez les lymphocytes T pour qu'ils allaient attaquer les cellules, donc les lymphocytes T qui sont des cellules d'immunologie, si vous voulez, pour qu'ils aillent attaquer les cellules cancéreuses, qu'ils les ciblent de manière précise, les cellules cancéreuses, ben ça suppose des technologies hyper, hyper, hyper sophistiquées. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, l'Occident, par rapport à ça, il est. Alors, c'est pas seulement l'Occident, c'est la Chine et c'est l'Est de la Chine qui est de très, très loin en avance aujourd'hui par rapport à tout le reste du monde, et puis la Silicon Valley quand même. Et donc, l'Est de la Chine et la Silicon Valley, c'est les deux moteurs du monde sur ces questions-là. Et nous-mêmes, nous en France, bien qu'on ait des cerveaux extrêmement brillants, des scientifiques de premier plan, on est devenus des sous-traitants déjà de la Chine et des États-Unis sur ces sujets-là. Alors, les pays qu'on appelait naguère encore du tiers-monde, sur ces questions-là, ils sont complètement dans les choux. Il y a des chercheurs, évidemment, mais le problème, c'est que ces chercheurs, comme les chercheurs français, comme Yann Lequin, que je citais tout à l'heure, bah, ils vont travailler aux États-Unis. Yann Lequin, il travaille pour Facebook, il ne travaille pas pour Paris ou pour la France. Moi, si vous voulez, pendant 10 ans, j'étais chercheur au CNRS. Je gagnais royalement l'équivalent de 1300 euros par mois. J'avais 2 agrégations et un doctorat d'État. Ben, quand Zuckerberg arrive et puis qui dit à un gars qui est au CNRS, ben, c'est pas 1300 ou 1500 euros ou 2000 euros par mois que tu vas gagner, mais ça va être 50 000 euros par mois. Tu auras et c'est pas simplement vénal, mais tu auras le plus beau laboratoire de recherche du monde, ben, ça facilite les délocalisations. Les États-Unis ont compris que l'intelligence est le nouveau pétrole de la troisième révolution industrielle. Voilà. Et donc, nous, on est encore dans les choux, donc dans les pays du tiers-monde, c'est encore pire. Alors, ben, C'est pas merci la beaucoup. réponse Alors, qu'il fallait donner, mais oui, c'est la vraie. écoutez, c'est très bien. Et ce qu'on a toujours aimé, comme je dis dès le début, vous êtes sans langue de bois et on est très heureux. Et je vais vous poser une double question et ça sera la dernière que font les étudiants. Et puis, je les Oui. noterai plus tard et voilà. Et puis, suite à ça, on pourra arrêter. Alors, elle est double et elle vient sur 2 éléments que vous avez cités. Donc, on pose, quel va être le rôle de la démographie dans l'économie de demain? C'est vrai que lorsqu'on voit la natalité dans certains pays africains, on a beaucoup de choses à se demander. On voit la démographie, entre autres, le rôle qu'elle a eu en Chine, en Inde. Et la deuxième question, mais qui a aussi un sens à ce que vous avez évoqué,
que nous pose un de nos un de nos docteurs, un de nos professeurs. Pourquoi en France on n'a pas eu de GAFAM, pourquoi en France on n'a pas eu de Google. Voilà. Donc elles ont peut-être d'une certaine manière un sens. Voilà. Et juste ça, et puis après on Oui. libérerait, M. le ministre. Oui, ce qui est d'autant plus je commence par la deuxième question, ce qui est d'autant plus enfin, étonnant ou dommage qu'on a des cerveaux, on a des économistes extraordinaires, on a des biologistes extraordinaires, on a eu on a eu René Thom et Villani, équivalent du prix Nobel de médaille Fields, donc de mathématiques, on a eu des prix Nobel en biologie, bon, extraordinaires, en physique, on a eu des gens comme Jacob, comme Gilles de Gennes. Bon, on a des savants extraordinaires, mais encore une fois, beaucoup d'entre eux, évidemment, sont happés par les conditions de travail qui sont celles que leur offrent intelligemment les Américains. Et donc, pourquoi on n'a pas des GAFA européens, je dirais même pas français, mais européens? Bon, pourquoi on est des sous-traitants? On est une colonie des États-Unis aujourd'hui. Pourquoi? Pour une raison de fond, c'est qu'on n'a pas une Europe puissance. Moi, si vous avez des étudiants, moi, je vous conseille vraiment de lire le livre de Christian Saint-Étienne qui s'appelle L'Europe des nations. C'est un livre, à mon avis, formidable. Et ce qu'explique Christian Saint-Étienne de manière extrêmement intelligente et très argumentée, c'est qu'au moment du traité de Maastricht, et moi, je suis très pro-européen, j'ai fait mes études en Allemagne, je parle l'anglais, je parle allemand, je suis presque fédéraliste. Bon. Mais au moment du traité de Maastricht, quand on a fait la monnaie unique, on a gardé des traités antérieurs. Et c'est ça l'énorme erreur. On a gardé des l'autorisation du dumping fiscal et du dumping social. Autrement dit, on a organisé la désunion européenne. Par exemple, l'impôt sur les sociétés en Irlande, il est 3 fois inférieur à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que Uber ou Google aillent payer leurs impôts en France? Il n'y a aucune raison. Ce serait débile de leur part. Ce n'est pas de la faute de Uber, c'est de la faute de l'Europe. Et donc, on a autorisé le dumping fiscal et le dumping social en même temps que la monnaie unique. Et donc, c'est absurde. On a organisé non pas l'Union européenne, mais on se tire la bourre entre Européens. C'est absurde. Et donc, du coup, on n'a pas une Europe puissance, on n'a pas une Europe qui est capable d'investir dans la troisième révolution industrielle, dans l'intelligence artificielle. Chacun tire à U et à dia de son côté. Et donc, on a une Europe qui est en train d'exploser. Regardez le Brexit et regardez ce qui se passe aujourd'hui en Italie, en Hongrie, etc., avec tous les mouvements anti-européens qui prennent le pouvoir. Et ça, c'est entièrement de la faute de ce foutu traité de Maastricht. Et c'est moi qui le dis, alors que je ne suis pas du tout sur la ligne Marine Le Pen ou Mélenchon. Je ne suis pas du tout souverainiste, je suis totalement pro-européen. Mais pour qu'on ait une Europe puissance qui puisse être compétitive par rapport à la Chine et aux États-Unis, il faut qu'on ait une union fiscale, une harmonisation fiscale. Alors, pas sur le modèle français, sinon personne ne viendra, parce que notre fiscalité, c'est l'enfer. Bon. Sur la question démographique, j'ai regardé, c'est très intéressant, le mois dernier, les nouvelles prévisions de l'ONU sont très, très, très à la baisse. Hein, très à la baisse. Et donc, les prévisions de l'ONU qui disaient en gros, on va arriver à 13-14 milliards d'individus à la fin du 21e siècle, disent non, non, finalement, ça va monter un peu, puis ça redescendra, on ne dépassera pas les 8 milliards. Et donc, autrement dit, à la fin du 21e siècle, sont les nouvelles prévisions de l'ONU. Je ne peux pas dire si elles sont bonnes ou pas, mais c'est quand même très significatif. La fin du 21e siècle, en termes de démographie, ne dépassera pas la démographie actuelle. Vous voyez, ça, c'est sorti le mois dernier. Donc, ça mérite quand même vraiment réflexion. Alors, sur le plan intérieur, évidemment, comme tous les économistes l'ont montré, la démographie intérieure, ça soutient la consommation intérieure. Et de ce point de vue-là, il est évident que la Chine a à nouveau un boulevard et que les prévisions de perfit vont s'avérer. La Chine va dominer le monde. Je vous dis juste un point sur la Chine. Non seulement la démographie chinoise peut booster l'économie chinoise assez rapidement, c'est ce qui se fait aujourd'hui. D'ailleurs, la perte de croissance chinoise se compense peu à peu par la croissance intérieure aujourd'hui. C'est quand même très intéressant. Mais il y a autre chose qui est très intéressant et qui va permettre à la Chine de dominer le monde très très rapidement, c'est qu'il n'y a pas de protection de la vie privée en Chine. C'est pas bien, c'est pas moral, d'accord, mais sur la progression de l'intelligence artificielle, c'est génial. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle, elle progresse avec 3 paramètres, et puis je m'arrêterai là, mais juste ayez ça en tête parce que c'est très 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 important pour comprendre ce qui se passe. Le premier paramètre de l'intelligence artificielle, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la puissance des ordinateurs qui traitent le big data. Et là, les Chinois sont numéro 1 devant la Silicon Valley. Le deuxième paramètre de l'intelligence artificielle, c'est la qualité des algorithmes.
c'est-à-dire des raisonnements qui permettent de parvenir à des conclusions, par exemple à un diagnostic médical en partant de symptômes. Et puis le troisième élément, et c'est de loin le plus important, c'est la quantité de data que vous donnez à bouffer à la machine. Pour qu'un enfant de 5 ans reconnaisse un tigre d'un lion, il lui faut 3 photos, ça suffit, et il ne se trompera plus. Pour que la machine reconnaisse un tigre d'un lion, peut-être il va lui falloir 300 000 photos. Mais une fois qu'elle aura bouffé les 300 000 photos, elle peut vous reconnaître un tigre d'un lion à 3 km sur 1 cm² d'oreille. Elle peut vous reconnaître un mélanome d'un carcinome. Elle peut vous reconnaître un terroriste à Bruxelles et vous trouvez son nom dans la gare de Bruxelles, ce qu'elle a fait. Je prends des exemples réels. Et donc, en Chine, je boucle la boucle, en Chine, comme il n'y a pas de protection de la vie privée, il n'y a pas de RGPD. Le RGPD, c'est la pire connerie qu'on ait inventée dans l'histoire de l'Europe, il faut le dire. Ça freine la recherche sur l'IA et ça protège rien du tout, puisque de toute façon, comme on n'a pas de GAFA européen, vous recevez toute la journée sur votre smartphone. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous pompe les données? Ben, vous répondez oui, parce qu'il n'y a pas d'alternative. C'est absurde le RGPD. À part faire travailler les avocats, ça ne sert strictement à rien. Ça emmerde le petit marchand de godasses d'à côté de chez moi, parce qu'il est obligé d'envoyer des trucs, il a peur de la CNIL, mais ça ne protège absolument pas la vie privée et ça pénalise la recherche européenne et la recherche occidentale. Et donc en Chine, comme il n'y a pas de protection de la vie privée, c'est pas bien, encore une fois, ce n'est pas pour ça que je plaide, mais c'est une question de curseur. La Chine se développe aujourd'hui en matière d'intelligence artificielle de manière exponentielle. Elle est passée d'ores et déjà devant les États-Unis. Les BATXH, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi et Huawei sont plus puissants que les GAFA. Voilà, et ça, plus performants même technologiquement. Et ça, quand vous mettez démographie intérieure et vous mettez troisième révolution industrielle numéro 1 mondiale, la Chine va évidemment dominer le monde. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle parce que ce n'est pas un pays démocratique, mais c'est la réalité qui se profile à l'horizon. Et de ce point de vue-là, le réveil de l'Europe est vital. Si on ne fait pas une harmonisation fiscale et sociale, on est mort. On sera une colonie des États-Unis définitivement. On sera que dalle, on sera rien. Ce sera la fin de la civilisation européenne. Ça devrait être le seul vrai grand sujet aujourd'hui, en dehors de l'autre qui est de préparer nos enfants vers les métiers qui existeront dans 20 ans. Voilà. Mais bon, j'ai 70 ans et c'est trop tard pour être président de la République. Je rigole, rassurez-moi, je ne suis pas encore totalement parano. Voilà, merci à vous en tout cas, c'est très gentil. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je pense que nos étudiants ainsi que nos professeurs qui vous ont suivi, je pense qu'on était ravis, comme ça a été mon cas personnellement, et très fiers de vous avoir pour l'ouverture de la première masterclass de Financia Business School. Je pense qu'on en sort tous un peu plus enrichis et avec beaucoup d'idées de réflexion, entre autres. C'était un réel plaisir. J'invite nos étudiants à regarder votre bibliographie et lire effectivement vos livres pour en savoir un petit peu plus, puisque là, c'était vraiment, bon, bah, en 1 heure, on a le temps de faire un petit tour. Merci beaucoup d'avoir répondu aux questions, même si on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre disponibilité. Et bah, écoutez, j'espère en tout cas à très bientôt. Et en tant qu'école, on est vraiment très fiers d'avoir reçu un ancien ministre, en tout cas de l'Éducation. Quand vous voulez, et en présentiel, comme on dit maintenant, si possible. Voilà, avec grand plaisir. Merci. Écoutez, à vous. Ça sera dès qu'effectivement les conditions nous permettront, on sera vraiment ravis de vous rencontrer physiquement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup. Très bonne soirée à vous. Et très bonne soirée. Merci, Monsieur le Ministre. Merci à vous.